Appelez le 911 tout de suite, elle devient bleue, hurla Bernard Kellermann, lâchant sa serpillière sur le sol et se précipitant en avant. Des hoquets de surprise retentirent dans toute la salle du conseil. Quelques minutes plus tôt, Alexandra Ashcroft, milliardaire et PDG d'Ashcroft Holdings, se tenait au bout de la longue table de conférence en chaîne au centre de Philadelphie. Sa voix était ferme et assurée alors qu'elle présentait les chiffres trimestriels. Puis, au milieu d'une phrase, elle s'était arrêtée. Sa main était montée à sa poitrine, son souffle s'était coupé. La pièce avait plongé dans un silence terrifiant alors que son corps était secoué de spasmes, une fois, deux fois, avant de s'effondrer sur le sol. Au début, personne n'y crut. Les dirigeants restèrent de figés. 7 hommes et femmes dans des costumes qui coûtaient d'un plus cher que ce que Bernard gagnait en une année entière. Quelqu'un marmonna qu'elle plaisantait. Un autre chuchota « Oh mon Dieu, appelez la sécurité !» Puis la vérité s'imposa. Alexandra Ashcroft ne bougeait plus. Ses lèvres devenaient conviolettes. Bernard n'hésita pas. Il franchit la porte, se frayant un chemin à travers le mur de parfums coûteux et de costumes de luxe. « Bernard, qu'est-ce que tu fais » aboya quelqu'un. « Tu ne travailles pas ici » lança sèchement un autre. « Je connais la réanimation cardio-respiratoire » cria Bernard. Mais personne ne s'en souciait. Alexandra était allongée sur le côté, un bras inerte sur la poitrine. Ses lèvres prenaient une teinte gris-bleu terrifiante. Elle ne respirait pas. Bernard tomba à genoux près d'elle. « Mademoiselle Ashcroft, vous m'entendez » chuchota-t-il, la panique lui nouant la gorge. Il posa 2 doigts sur son cou. Pas de pouls. Alors il agit. Il avait suivi un cours de RCR gratuit au centre communautaire de l'ouest de Philadelphie, simplement pour obtenir un bon alimentaire. Mais à cet instant, la voix de l'instructeur résonnait plus fort dans sa tête que n'importe quoi d'autre dans cette pièce. « S'ils ne respirent pas, vous êtes leurs poumons. » Il bascula sa tête en arrière, pinça son nez et se pencha. « Il l'embrasse » couina quelqu'un. « C'est dégoûtant » pleura une autre. « Enlevez-le de là » Une douleur aiguë transperça le dos de Bernard. Quelqu'un l'avait frappé avec un objet dur. Peut-être une matraque de sécurité, peut-être un parapluie, en plein dans le dos. Il gémit mais ne s'arrêta pas. Il insuffla 2 fois, puis y joignit ses mains. Compression thoracique. 1, 2, 3, 4. Un autre coup atterrit violemment sur son épaule. Il grimaça mais continua de compter, continua d'appuyer. « Espèce de sale concierge » siffla quelqu'un. « Ne la touche pas » Le bureau explosa dans le chaos autour de lui. Mais Bernard resta imperturbable. Ses bras brûlaient, son dos pulsait, ses yeux piquaient, mais il ne s'arrêta pas. « Non » chuchota-t-il entre ses dents serrées. « Ne mourrez pas. Allez. 25, 26, 27. » Quelqu'un l'attrapa par l'épaule et le tira en arrière. Bernard se dégagea, reprit les compressions, puis se pencha pour 2 insufflations supplémentaires. Soudain, la poitrine d'Alexandra se souleva brusquement. Elle toussa violemment, puis aspira l'air, comme quelqu'un tiré du fond de l'océan. Ses paupières papillonnèrent, elle respirait. Bernard s'effondra. Tout son corps tremblait. Son dos brûlait, ses épaules étaient douloureuses, ses mains engourdies. Mais elle était vivante. Il l'avait sauvée. Les costumes coûteux l'entourèrent désormais, trébuchant les uns sur les autres dans une panique maladroite. « Mademoiselle Ashcroft, Alexandra, restez avec nous » disait un-til. Les portes du bureau s'ouvrirent à la volée et les ambulanciers firent irruption. Ils prirent le contrôle, hissèrent Alexandra sur un brancard. L'un d'eux se retourna et demanda « Qui a commencé la RCR ?»« Moi » dit Bernard d'une voix faible. Il n'eut pas le temps d'en dire plus avant qu'un grand homme aux cheveux argentés ne s'avance. Son badge indiquait « Tyler Brickham, directeur financier ». Son visage était déformé par le dégoût. « Comment t'appelles-tu » exigea-t-il. « Bernard Kellermann, dit-il en se redressant. « Je suis agent d'entretien. »« Tu as mis ta bouche sur mademoiselle Ashcroft, dit l'homme comme si Bernard avait souillé la PDG au lieu de lui sauver la vie. »« Elle ne respirait pas, répondit Bernard. »« Je vais visionner les enregistrements de sécurité, aboya le directeur financier. Tu dois partir immédiatement et ne pas revenir tant que je ne t'aurai pas contacté. » La gorge de Bernard se serra. Son dos pulsait encore. Il regarda autour de lui, observant les dirigeants dont il venait de sauver la patronne de la mort, juste sous leurs yeux. Pas un seul merci. Bernard se pencha, attrapa son seau de ses mains tremblantes et le poussa hors du bureau. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mais Bernard ne savait pas qu'au moment où il franchissait cette porte, quelque chose de complètement différent se déroulait à l'hôpital, quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Cette nuit-là, Bernard était assis, voûté, sur le siège rigide d'un bus bondé. Son dos était courbé, comme s'il essayait de se replier sur lui-même et de disparaître du monde. Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre, s'étirant en longues lignes floues qui se reflétaient dans ses yeux, des yeux à la fois épuisés et vides.
Le temps que le bus le dépose dans son quartier familier, la nuit avait tout englouti. L'air ne portait que le grondement lointain d'un train de marchandises et les cris joyeux d'enfants jouant au baseball dans une ruelle. Des sons qui semblaient appartenir à une vie bien éloignée de la sienne. Molly courut l'accueillir à la porte, pieds nus, serrant sa peluche usée. « Tu es rentré tard, dit-elle d'une voix fine et inquiète. « Tu vas bien, papa ?»« Je vais bien, chérie, répondit Bernard. Un mensonge qu'il avait l'habitude de dire trop souvent. Juste une journée de folie au travail. Le dîner fut un gratin de macaroni au fromage réchauffé et des restes de légumes frits. Molly bavardait sur l'école et Bernard hochait la tête ici et là, bien que son esprit fût toujours piégé quelque part à l'intérieur de ce bureau froid, tôt le matin. Lorsque Janet Holloway, la voisine qui gardait Molly pendant les équipes de nuit, fit un signe de la main pour rentrer chez elle, Bernard se força à sourire, bien que ses lèvres semblassent lourdes. Quand Molly s'endormit, il s'allongea sur le fin matelas, écoutant le radiateur siffler dans l'obscurité. Ses doigts effleurèrent l'échymose sur son dos, une douleur aiguë et lancinante. Il ferma les yeux, mais l'image d'Alexandra Ashcroft, gisant inconsciente sous ses mains, repassait en boucle comme un film surexposé. Il avait sauvé la vie d'une femme. Et pourtant, tout ce qu'il voyait, c'était un pauvre concierge, un père célibataire qui avait osé toucher une milliardaire. Il ne savait pas qu'à cet instant, l'instant où il avait insufflé la vie à quelqu'un qui s'éteignait, toute sa vie future était sur le point de changer. Juste pas comme il l'espérait. Le lendemain matin, Bernard Kellerman se tenait devant la tour d'Ashcroft Holdings, dans le même costume gris qu'il portait depuis 3 mois. Le soleil s'était à peine levé, sa douce lumière ambrée se déversant sur la place. Il serra plus fort sa boîte à lunch, un sac en plastique avec un sandwich au beurre de cacahuète et une pomme abîmée, et l'espoir que tout reviendrait à la normale. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte-tambour. Mais avant qu'il ne puisse toucher la poignée, un bras surgit devant lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer, » dit le garde. Sa voix était plate et impassible. Bernard cligna des yeux. « Quoi ? Je travaille d'ici. Équipe de nuit. Je suis au 22e étage. » Le garde ne le regarda même pas. « J'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer. » Un frisson froid parcourut le dos de Bernard. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait de mal. » « Contactez les ressources humaines, » répondit l'homme en se détournant, comme si l'affaire était déjà réglée. Bernard resta là, gelé, à l'entrée. Le vent du matin transperçait sa fine veste. Des flots d'employés de bureau passaient peu devant lui sans s'arrêter. Il se sentait comme une ombre, invisible au travail et maintenant complètement effacé du paysage. Il contourna le bâtiment vers l'entrée latérale, s'accrochant au faible espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. Peut-être que quelqu'un avait oublié de mettre à jour son emploi du temps. Peut-être avait-il besoin de lui parler de la RCR. Au comptoir de service, le chef de l'équipe de nuit leva les yeux, surpris. « Bernard Kellerman, attends ici. » Bernard attendit dans le couloir étroit près de la rangée de casiers du personnel. Son nom était toujours écrit sur le casier numéro 7 au marqueur noir négligé, tordu, familier. 10 minutes plus tard, le chef revenant. Dans sa main se trouvait une enveloppe scellée. Son visage était impassible. « Tu es viré, dit-il. » Bernard sentit quelque chose se briser en lui, net et brutal, comme si quelqu'un avait cassé un os dans sa poitrine. « Viré ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le chef haussa les épaules. « Les RH ont dit que c'était pour comportement inapproprié envers le personnel cadre. C'est tout ce que je sais. » Les mains de Bernard tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de licenciement et son dernier salaire. Aucune indemnité de départ, aucune autre explication. Seulement les mots « relation de travail terminée avec effet immédiat ». L'expression « comportement inapproprié » résonnait dans sa tête comme une sirène d'alarme. Bernard resta longtemps debout dans ce couloir étroit. Une porte se fermait derrière lui aussi proprement qu'une condamnation. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Les gens en costume sirotèrent leurs lattes, les taxis klaxonnaient, les téléphones sonnaient sans arrêt, et Bernard marchait comme une coquille vide. Il ne se souvenait pas combien de pâtés de maison il avait parcouru. Tout se mélangeait. Il pense mieux que j'ai fait quelque chose. Il pense mieux que je... Il s'effondra sur le banc d'un arrêt de bus. Ses jambes se dérobèrent. Son téléphone vibra. Un message d'un collègue, une capture d'écran d'un groupe de discussion. « Tu as vu ça ? Ce concierge était partout sur Miss Ashcroft quand elle s'est évanouie. On aurait dit qu'il l'embrassait. Encore un type dégoûtant. C'était une agression. » La poitrine de Bernard se serra. Ses doigts devinrent en froid. Ils avaient assez déformé la vérité. La réanimation cardio-respiratoire, le souffle qui lui avait sauvé la vie. Ils avaient transformé cela en quelque chose d'immonde. Son téléphone vibra à nouveau.
Une image floue d'une caméra de sécurité, mais assez claire pour blesser. Bernard penché sur Alexandra Ashcroft. Un moment de sauvetage transformé en preuve accablante. Bernard laissa tomber le téléphone sur sa cuisse. Au-dessus de lui, un panneau d'affichage géant montrait une Alexandra Ashcroft souriante, puissante, à côté du slogan « Intégrité, vision, leadership ». Il se sentit malade. Le bus le ramena dans son appartement sombre de l'ouest de Philadelphie. Molly accourut. « Tu es rentré tôt !»« Ils m'ont renvoyé. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ?» ?»« Je ne sais pas, répondit-il en se forçant à sourire. Juste un malentendu. » Janet le regardait depuis le comptoir de la cuisine. La télévision était en mode muet. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme ?»« Je vais bien, Janet, répondit Bernard. Un autre mensonge. Juste fatigué. » La nuit tomba. Il était allongé, fixant l'obscurité. Le radiateur craquait comme s'il se plaignait. Quelque part dans le couloir, une dispute éclata, puis un enfant pleura doucement. La vie continuait pour tout le monde, sauf pour Bernard, dont la vie s'était figée. Il alluma son téléphone. Les messages continuant d'arriver. Un message vocal d'une fille du service d'entretien. « Eh, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais les gens disent que tu as fait quelque chose d'inapproprié avec Miss Ashcroft. Peut-être que tu devrais faire profil bas quelque temps ?» Il éteignit son téléphone, le laissant tomber sur le matelas. Inapproprié. Un mot si facile quand les gens veulent croire au pire. Bernard ferma les yeux, se souvenant du moment où la poitrine d'Alexandra avait tressailli, revenant à la vie sous ses mains. La première inspiration, revenue en elle. Il avait sauvé quelqu'un, et maintenant il le traitait comme si ses mains étaient en trop pauvres, trop sales, trop basses pour avoir le droit de sauver une vie. Il enfouit son visage dans l'oreiller et pleura. Sauver une vie aurait dû être une bonne chose, mais dans cette ville, dans ce monde, sa propre vie avait été effacée. Demain, il devrait chercher un autre travail, frapper aux portes, nettoyer là où on voudrait bien l'embaucher. Mais ce soir, l'injustice était trop lourde à porter. Et il ne savait pas que, haut au-dessus de la ville, dans un penthouse baigné d'une lumière douce, Alexandra Ashcroft se réveillait en sursaut d'un cauchemar, serrant sa poitrine. Le cœur battant. L'écho d'une voix étrange la tirait des ténèbres. Elle ne connaissait simplement pas encore son nom. Alexandra Ashcroft était assise au bord de son lit, king size. Tout son corps était trempé de sueur. La lumière du petit matin se glissait à travers les fins rideaux de son penthouse, projetant une lumière or pâle, douce mais froide dans la pièce. Son cœur battait sauvagement dans sa poitrine, comme s'il essayait de percer ses côtes. Le cauchemar était revenu pour la 4e nuit consécutive. Dans celui-ci, elle se tenait suspendue dans une noirceur totale, suffocant, ses mains tendues dans une tentative désespérée de s'agripper. Pas de lumière, pas de son, juste le vide qui engloutissait tout. Puis soudain, cela réapparaissait. Une voix d'homme, tremblante mais ferme, perçant l'obscurité. « Allez, respire, reviens !» Chaque fois, elle se réveillait en sursaut, à bout de souffle, comme si on l'avait tirée d'une eau profonde. Et chaque fois, le nom de l'homme derrière cette voix échappait à sa mémoire avant qu'elle ne puisse le saisir, ne laissant qu'une attraction familière persistant dans sa poitrine. Alexandra se frotta le visage, prit une autre inspiration, puis se leva, marchant pieds nus sur le sol en marbre froid, jusqu'à la cuisine. La machine à café bipait doucement. Le café avait été programmé la veille. Son assistante assurait toujours la perfection à la minute près. Lorsque le riche arôme du café remplit l'air, Alexandra s'appuya contre le comptoir. Ses yeux glissèrent tôt vers le bas, vers la ville. Philadelphie s'éveillait à ses pieds. Taxis, vélos et vendeurs ambulants installant leurs chariots au coin des rues, et elle se tenait au 30e étage au-dessus de tout cela, séparée du monde par le verre, l'argent et le silence. Mais ce matin, quelque chose semblait clocher. Elle prit son téléphone et fit défiler ses emails. Approbation de contrat, briefing de presse, demande d'interview vidéo d'une agence de relations publiques. Rien ne mentionnant l'incident. Elle ouvrit le portail interne d'Ashcroft Holdings. Toujours rien. Ses sourcils se froncèrent. Quelqu'un lui avait sauvé la vie. Les médecins avaient entêté clairs. Elle avait subi un arrêt cardiaque soudain. Les taux de survie dans de tels cas étaient inférieurs à 10%. Sans une RCR immédiate, ce qui signifie que quelqu'un avait maintenu son cœur battant, souffle après souffle, jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, elle serait morte, et pourtant, personne ne lui avait dit qui c'était. Ses dirigeants avaient été polis, mais évasifs. « La situation est résolue, madame. Nous avons pris les mesures internes appropriées, Miss Ashcroft. » Ces réponses lui donnaient des frissons.
Qui avait posé ses mains sur sa poitrine? Qui avait pressé sa bouche contre la sienne, insufflant la vie dans ses poumons? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit dérivait vers ce rêve, vers cette voix, rauque de tension mais inébranlable, la tirant du bord du gouffre. Elle pouvait presque sentir ses mains à nouveau. La pression sur ses côtes, la chaleur du souffle près de son visage. Qui est-il? Pourquoi personne ne veut-il lui dire? Alexandra Ashcroft n'était pas du genre à être tenue dans l'ignorance, ni dans sa propre entreprise, et certainement pas concernant sa propre survie. Elle décrocha le téléphone et composa un numéro familier. « Marcus, dit-elle lorsque le chef de la sécurité répondit. « Je veux l'enregistrement vidéo de la salle de conférence du matin de l'incident. »« Madame, les RH ont déjà visionné l'enregistrement. Le service juridique en garde une copie. »« Je n'ai pas demandé qu'il avait visionné, » répondit Alexandra, sa voix se durcissant. « Je veux ça dans ma boîte mail tout de suite. »« Oui, madame. » Elle raccrocha et se tourna de nouveau vers la fenêtre. Cette fois, le verre ne reflétait qu'une faible brume et son propre visage. Elle avait l'air pâle, épuisée, détachée. Une femme dont la vie lui avait été rendue, mais pas la vérité à son sujet. 20 minutes plus tard, l'email arriva. Alexandra ouvrit le fichier vidéo sur l'écran. Elle se vit capturée par le regard froid et indifférent de la caméra de surveillance. Elle se tenait au bout de la longue table en verre, gesticulant pendant un discours, puis bégayant. Une main vola à sa poitrine. Sa bouche bougeait, mais il n'y avait pas de son. Son corps vacilla, puis tomba comme un drap mouillé sur le sol. Les gens autour d'elle bondirent bain sur leurs pieds. Quelqu'un cria, un autre jeta un coup d'œil alentour, mais personne ne s'approcha d'elle. Puis la porte au fond de la pièce s'ouvrit à la volée. Un homme en costume gris de concierge entra, poussant un seau avec une serpillière. Alexandra se pencha instinctivement plus près de l'écran. Au début, il semblait effrayé, mais quand il la vit au sol, il lâcha tout et se précipita en avant sans hésitation. Il s'agenouilla près d'elle et vérifia son pouls. Ses mains bougeaient allant vite, avec urgence. Il lui pinça le nez, fit les insufflations salvatrices, puis entrelaça ses doigts sur son sternum et compta fort chaque pression. Elle regardait attentivement son visage. Mâchoire serrée, yeux aux bords humides, regard brûlant de peur et de détermination. Il ignorait les cris derrière lui, les doigts pointés, les lèvres chuchotant des accusations. Il se concentrait sur une seule chose, la maintenir en vie. Et alors elle le vit. Un autre homme s'approcha. Tyler Brickham, son directeur financier. Son visage était déformé par la colère et le dégoût. Il attrapa le concierge par l'épaule et l'arracha brusquement d'elle. Alexandra appuya sur pause. Ses mains tremblantes. Elle regarda le reste de la vidéo en silence. Le concierge fut emmené comme un criminel. Pas de poignée de main, pas de merci, pas de reconnaissance. Il lui avait sauvé la vie et avait été puni pour cela. Alexandra se leva lentement. Sa poitrine se serra non pas à cause de sa maladie cardiaque, mais d'une autre émotion montant en elle, la rage. Elle appela de nouveau. « Marcus, dit-elle. » Sa voix était maintenant basse et froide comme l'acier. « Où est Bernard Kellerman ?»« Madame, l'homme sur la vidéo, le concierge, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. Il a été licencié par les RH. Il y avait certaines accusations. « Des accusations ?» Alexandra siffla presque. « Il m'a sauvé la vie. » Madame, il y avait des inquiétudes concernant l'image, la responsabilité, les risques médiatiques. Alors écoute attentivement, l'interrompit Alexandra. Trouve-le. Adresse tous les documents. Je veux tout ça sur mon bureau avant midi. Oui, Miss Ashcroft. Elle raccrocha, expirant lentement. Sa cuisine parfaitement propre semblait soudain inconfortablement vide. Pour la première fois depuis son réveil à l'hôpital, elle sentit quelque chose se fissurer sous son sternum. Pas de la douleur, mais de la honte. Loin en bas, dans l'ouest lointain de Philadelphie, Bernard Kellerman ne savait rien. Il ne savait pas qu'elle regardait la vidéo, ne savait pas qu'elle repassait l'image de son visage, ne savait pas que le monde qu'il avait déjà écrasé une fois était sur le point de trembler à nouveau. Mais il allait bientôt le savoir. 3 jours passèrent, et Bernard Kellerman n'avait toujours pas trouvé de travail. Ses matinées se passaient en silence. Seul le bruit d'un vieux stylo rouge, qu'il avait trouvé coincé dans le canapé, grattait des cercles autour des offres d'emploi dans le journal. L'après-midi, il faisait du porte-à-porte. Laverie, snack, entreprise de nettoyage. N'importe quel endroit qui pourrait payer assez pour que la lumière de son petit appartement ne s'éteigne pas. Mais partout, la réponse était la même. Un regard hésitant, un murmure étouffé, puis un hochement de tête poli, plus froid que l'air hivernal dehors. Au matin du 4e jour, le nom de Bernard Kellerman était devenu une rumeur se propageant comme de la fumée. À la laverie du coin, une jeune femme pliant des vêtements le regarda et dit doucement « Tu es le gars de cet immeuble ?»« Oui, celui qui… »
Elle s'arrêta quand il leva les yeux. « Laisse tomber. »« Rien. » Bernard essaya de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « C'est bon, dit-il doucement. Tu peux le dire. L'homme qui a essayé de sauver quelqu'un et qui a été viré pour ça ?» Elle pinça les lèvres, sa voix baissa encore. « Les gens disent que tu as fait plus que ça. » Bernard ne demanda pas ce que signifiait « plus que ça ». Il savait déjà. Internet avait pris sa RCR et l'avait déformée en quelque chose de sale. Les blogs bon marché explosaient trop de titres comme « Le concierge ne pouvait pas garder ses mains pour lui », a franchi la ligne avec une femme inconsciente, PDG. Quelqu'un avait divulgué un arrêt sur image de la vidéo de sécurité. Flou, granuleux, mais assez clair pour semer le doute. L'image de lui, penché pour faire la RCR, était devenue une preuve accablante. À la maison, le petit appartement sentait le vieux tapis et le café réchauffé. Janet Holloway était assise près de la fenêtre, portant ses lunettes de lecture et tenant le journal. « Le conseil municipal a encore rejeté l'augmentation du salaire minimum, marmonna-t-elle, puis leva les yeux. « Tu as déjà mangé ?»« Pas encore, dit Bernard, rinçant une tasse dans l'évier. « Laisse-moi d'abord préparer quelque chose pour Molly. » La fillette entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés, se frottant les yeux. « Papa, tu vas au travail aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui, chérie, » répondit Bernard doucement. « Je prends une petite pause. »« Oh !» Molly fronça les sourcils. « Miss Janet a dit que les gens sont méchants avec toi. Pourquoi ?» Bernard se pencha et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Parfois, les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais tout ira bien, je te le promets. » Janet soupira et plia le journal. « Fiston, tu ne peux pas te battre contre ceux qui écrivent en les histoires. Ils gagnent toujours. »« Je ne veux pas me battre, dit doucement Bernard. Je veux juste qu'ils racontent la vérité. » Le même jour, il prit le bus pour une petite entreprise de nettoyage sur la 18e rue. Le propriétaire, un homme corpulent en chemise, sentant la fumée de cigare, regarda ses documents puis les posa sur le bureau. « Tu as travaillé chez Ashcroft Holdings avant ?»« Oui, monsieur. » L'homme hocha lentement la tête, croisant les bras. « J'ai entendu parler de cette situation. Je ne peux pas me permettre une telle attention ici. Désolé. » La gorge de Bernard s'assécha. « Attention ? Tu veux dire sauver la vie de quelqu'un ? » « Je veux dire, dit l'homme directement, le scandale. Les clients n'aiment pas les ennuis. Essaie ailleurs. » Quand Bernard ressortit dans la rue, le ciel s'était assombri. Le vent coupait son fin manteau alors qu'il marchait sur le trottoir, fissuré vers l'arrêt de bus. Un groupe d'adolescents se tenait près d'un magasin, leur téléphone brillant en bleu. Quand il passa, l'un d'eux poussa son ami et parla assez fort pour que Bernard entende « Yo, c'est lui, le mec du nettoyage. J'ai vu le clip, mec. Il embrassait cette milliardaire, je te jure. » Un rire éclata, poursuivant Bernard dans la rue. Le temps qu'il atteigne l'arrêt, ses yeux brûlaient. Il s'assit, tête baissée, bras croisés autour de lui-même, comme s'il pouvait s'empêcher de s'effondrer. Quand il rentra chez lui, Janet était au téléphone. Sa voix était tendue et étouffée. En le voyant, elle couvrit le combiné de sa main. « C'est ta sœur, dit-elle doucement. Elle dit que les gens à l'église en discutent. Ils ont vu une vidéo sur Internet. » Bernard ferma les yeux. Bien sûr qu'il l'avait en vue. Cette nuit-là, il avait essayé de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux, mais chaque fois, un nouveau faux profil apparaissait avec sa photo et des légendes malveillantes. Père célibataire chasse la milliardaire, homme agressant une femme PDG. Il éteignit son téléphone, s'assit dans le noir. Le silence était si profond que le bourdonnement du réfrigérateur semblait être le seul son restant au monde. Quand il s'allongea enfin près de Molly, son corps semblait de plomb. Son dos lui faisait encore mal à cause des coups reçus dans la salle de conférence. Il pressa sa main sur l'ecchymose, se souvenant de ce bruit sourd et sec, le craquement de l'impact, l'air arraché de ses poumons. « La justice n'est pas aveugle, chuchota-t-il. Elle refuse simplement de regarder vers le bas. » Au milieu de la nuit, le téléphone sonna. Il sursauta et répondit précipitamment. « Monsieur Kellerman » retentit une voix sèche, froide et répétée. « C'est le département des ressources humaines d'Ashcroft Holdings. Notre enquête interne est terminée. » Son cœur s'effondra. « Donc, je peux... » commença-t-il. « Votre emploi est terminé avec effet immédiat, » l'interrompit la femme. « L'audit interne a établi que votre comportement était inapproprié. Nous n'engagerons pas de poursuite pénale, mais nous vous recommandons fortement de ne pas revenir sur les lieux de l'entreprise. » Bernard se figea, pétrifié. « Inapproprié ? Je faisais une RCR, elle ne respirait pas. La décision est définitive, monsieur Kellerman. Votre dernier chèque vous sera envoyé par la poste. » L'appel fut coupé. La ligne devint silencieuse, nette et impitoyable, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant longtemps, Bernard resta simplement assis avec le téléphone à l'oreille, fixant l'obscurité.
Molly bougea à côté, marmonnant quelque chose à propos de crêpes dans son sommeil. Il se tourna pour la regarder. Sa poitrine lui faisait mal. Que devait-il lui dire le matin ? Que son père avait perdu son travail pour avoir sauvé la vie de quelqu'un ? Que la vérité n'a pas d'importance quand elle est racontée par une personne pauvre et invisible ? Bernard s'adosse à la tête de lit. Ses yeux brûlaient. « Dieu, chuchota-t-il, si tu entends, que dois-je faire maintenant ?» Dehors, le tonnerre gronda. La pluie commença, tambourinant contre la vitre. La gouttière qui fuyait émettait un son rythmé, comme un battement de cœur, un rythme moqueur et inlassable. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse brillamment éclairé, Alexandra Ashcroft était assise devant un ordinateur portable. La vidéo était terminée, mais l'image de Bernard agenouillé près d'elle était toujours gravée dans sa mémoire. Elle avait vu la peur sur son visage, la détermination, le courage, et la terreur quand on le traînait au loin comme un criminel. Elle appuya sur pause, se recula dans son fauteuil, les épaules tendues. Elle avait bâti un empire de plusieurs milliards sur des choix décisifs et la foi dans la chaîne de commandement. Mais ça, s'était passé inaperçu, comme de la fumée, et avait failli détruire un homme. Sa mâchoire se serra. « Trouve-le », murmura-t-elle dans la pièce silencieuse, avant que ça n'aille trop loin. Alexandra Ashcroft n'appela pas de chauffeur. Elle enfila un jean, un pull et prit les clés de sa voiture. La Mercedes noire glissait à travers la ville comme une ombre alors qu'elle se dirigeait vers l'ouest, observant les tours de verre et d'acier céder progressivement la place à de vieux bâtiments en briques, des peintures murales écaillées et des fenêtres condamnées par du contreplaqué déformé. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas conduit elle-même quelque part. Cette sensation semblait juste. Le quartier où vivait Bernard était un monde complètement différent du royaume de verre et d'or qu'elle commandait. Les nids de poules secouaient dans ses roues. Des enfants jouaient sur des terrains boueux, se poursuivant autour de voitures rouillées. Un homme vendait des hot-dogs depuis un chariot usé, la vapeur montant en épais nuages blancs dans le froid mordant. Elle trouva l'adresse, un bâtiment brun-bas avec de la peinture écaillée et un escalier métallique affaissé. Elle se gara, sortit, et l'air de décembre lui coupa le cou comme un couteau. Elle frappa. Quelques secondes de silence, puis la porte grinça en s'ouvrant. Une petite fille apparut, les cheveux emmêlés et portant un t-shirt trop fin pour ce temps. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes la dame du panneau d'affichage, chuchota-t-elle. « Je cherche Bernard, dit Alexandra, adoucissant sa voix. Il vit ici, n'est-ce pas ?» Le visage de la fille se plissa d'inquiétude. « Harnat, il est malade, dit-elle doucement. Il ne se lève pas. J'ai essayé de faire de la soupe, essayé de lui donner des médicaments. Rien n'y fait. Il dit tout le temps qu'il est fatigué, et puis il se couche. » La gorge d'Alexandra se serra. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?»« Depuis qu'il a perdu son travail, répondit la fille. Il a arrêté de manger. Il disait tout le temps que c'était injuste, et puis il a juste arrêté. » Alexandra poussa la porte et entra. L'appartement était minuscule. Murs délavés, radiateur bourdonnant chauffant à peine la pièce. Bernard était allongé, recroquevillé sur un fin matelas dans un coin, enveloppé dans 2 couvertures usées. Son visage était émacié, les joues creuses, la respiration effrayante et superficielle. Elle s'agenouilla près de lui. « Bernard !» chuchota-t-elle. « C'est moi, Alexandra Ashcroft. » Il ne bougea pas. Elle prit sa main. Elle brûlait de fièvre. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle dans le couloir. « Tout de suite !» La fille se tenait figée dans un coin, serrant contre elle un ours en peluche usé, les yeux grands ouverts. Alexandra serra plus fort la main de Bernard. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle, la voix tremblante. Maintenant, c'est mon tour de sauver la tienne. » Alors que les sirènes commençaient à retentir au loin, elle regarda l'homme qui l'avait ramenée de la mort et comprit clairement une chose. Cette fois, elle ne pouvait pas le laisser s'échapper. L'ambulance arriva au bâtiment, gyrophare tournant. Les ambulanciers y travaillèrent vite, posant des questions brèves et saccadées. Alexandra remarqua à peine le moment où le corps inerte de Bernard fut hissé sur le brancard. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle monta dans l'ambulance après lui sans hésitation, ignorant les voisins regardant par les fenêtres et depuis les porches. À l'intérieur du véhicule, l'ambulancier attacha un capteur d'oxygène au doigt de Bernard et enroula un brassard de tensiomètre autour de son bras. Déshydratation sévère, fièvre au-dessus de 40 degrés, respiration superficielle. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il. Alexandra serra le bord du siège. « Je ne sais pas, je viens juste de le trouver. »« Comme ça, non, c'est un stress systémique, » marmonna l'ambulancier en accrochant une perfusion au crochet au-dessus. « Nous devons le stabiliser rapidement. » L'ambulance vira brusquement sur la route principale. Alexandra regarda le visage de Bernard.
Cendré, creusé, des gouttes de sueur sur le front. Elle tendit prudemment la main, remettant la sienne dans la sienne, évitant le tube de la perfusion. Ses doigts ne bougèrent pas, mais elle ne lâcha pas. « Tu t'es battue pour que je reste en vie, » murmura-t-elle. « N'abandonne pas maintenant. Tiens bon. »« Vous êtes Alexandra Ashcroft » demanda soudain l'ambulancier. Ses yeux s'écarquillèrent quand la reconnaissance éclata sur son visage. Alexandra hocha raidement la tête. Il regarda Della Bernard. « C'est lui qui... » commença-t-il. « Oui, dit-elle. » L'ambulancier ne dit rien de plus, mais son expression changea. Quelque chose comme du respect. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent au centre médical privé du côté nord, l'un des meilleurs de la ville. Alexandra avait appelé à l'avance. Une équipe de médecins et d'infirmières attendait à l'entrée des urgences et prit rapidement le contrôle, emmenant Bernard à travers les doubles portes. Alexandra les suivit jusqu'à ce qu'une infirmière lève doucement la main pour l'arrêter. « Nous allons prendre soin de lui, Miss Ashcroft, s'il vous plaît. Attendez ici. » Elle hocha la tête, reculant, les yeux rivés sur le brancard, jusqu'à ce que les ombres disparaissent derrière les portes battantes. La salle d'attente était presque parfaite. Fauteuil en cuir souple, éclairage chaleureux, piano dans un coin jouant un jazz doux. Mais pour Alexandra, tout semblait immergé dans le brouillard, étouffé. Elle s'assit, se leva, fit les 100 pas, se rassit. Elle appela Fiona Rutherford, son assistante juridique. Il est à l'hôpital Northside. Annule tout pour les 2 prochains jours et amène sa fille Molly ici. Elle est seule à la maison. « Je le fais tout de suite, » dit Fiona sans la moindre hésitation. Quand Molly arriva avec une travailleuse sociale environ 1 heure plus tard, Alexandra se tenait près de la fenêtre, regardant de fins flocons de neige tomber sur l'horizon de Philadelphie. Elle se tourna en entendant la voix de la fille. « Papa va bien ?» Elle s'accroupit pour être au niveau de Molly. « Les médecins s'occupant de lui. Ton papa est très fort. Il m'a sauvé la vie une fois. Tu te souviens ? Je crois qu'il peut le faire à nouveau. » Molly hocha la tête, essayant d'être courageuse, serrant fort son ours en peluche. « Je faisais de la soupe pour lui, mais il ne voulait pas manger. J'ai fait de mon mieux. »« Tu as fait plus que nécessaire, » dit doucement Alexandra. « Tu as pris soin de lui comme il a pris soin de moi. » L'infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. « Miss Ashcroft, vous pouvez le voir. » Alexandra se leva, prit la main de Molly et suivit l'infirmière dans le couloir silencieux jusqu'à une chambre privée. Bernard était allongé sur le lit. Un tube à oxygène sous le nez, une perfusion goutte à goutte lentement dans son bras. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, rythmiquement. « Il va se rétablir, » dit doucement l'infirmière. Épuisement sévère, déshydratation, malnutrition. Son système immunitaire a lâché sous le stress, mais il réagit bien au traitement. Ses signes vitaux s'améliorent. Alexandra expira sans réaliser qu'elle retenait son souffle. « Merci. » Molly s'approcha du lit et posa son ours en peluche sur la poitrine de son père. « J'ai pris soin de toi, papa, » chuchota-t-elle. Alexandra se tenait près du lit, regardant Bernard. Son visage était moins gris, les traits plus doux, moins brisés. Elle tira une chaise, s'assit et resta là longtemps. À un moment donné, Molly s'endormit dans un coin, recroquevillée sous une couverture d'hôpital. L'infirmière apporta de la soupe chaude et des craquelins. Alexandra toucha à peine à la sienne. Elle restait assise, observant Bernard, son esprit tournant dans des strates de culpabilité et de doute. Elle se souvint de la réunion du conseil d'administration, le matin où il était entré dans la pièce. Comment personne ne le regardait, même elle ne lui avait pas jeté un coup d'œil. Il était entré dans cette pièce comme de l'air, et pourtant cet homme, invisible, était celui qui lui avait sauvé la vie. Ce n'était pas juste une procédure de RCR. C'était un défi à l'autorité, une confrontation à la peur, une résistance contre un système qui attendait de lui qu'il baisse la tête, se taise et disparaisse. Elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais elle pouvait et allait changer tout ce qui se passerait ensuite. Les heures passèrent, la nuit tomba complètement. Les seuls sons étaient les bips réguliers des moniteurs et la respiration douce de Molly. Puis, sans avertissement, Bernard bougea. Ses paupières papillonnèrent, ses doigts tressaillirent. Alexandra bondit sur ses pieds. « Bernard !» Sa tête tourna, ses yeux s'ouvrirent. Ils clignèrent plusieurs fois avant de faire la mise au point. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu es à l'hôpital, » dit-elle doucement. « Tu t'es évanoui, mais maintenant tu es en sécurité. » Il fronça les sourcils. Voix à peine audible. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ?» Elle s'accroupit près du lit, sa voix tremblante. « Parce que j'ai regardé la vidéo. Tout, chaque seconde. J'ai vu ce que tu as fait. Tu m'as sauvé la vie et ils t'ont puni pour ça, Bernard. Je suis tellement désolé. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Ils ont dit que je t'avais agressé. » « Je sais, répondit-elle, la mâchoire serrée.
Ils ont menti et je les ai laissés mentir en mon nom. Mais ce ne sera plus le cas. Il détourna le regard, clignant des yeux difficilement. Ça n'a pas d'importance. Je suis juste un concierge. Personne ne croit quelqu'un comme moi, quoi que je dise. Je te crois, dit-elle lentement. Pas seulement parce que j'ai vu la vidéo, mais aussi parce que je l'ai senti à ce moment-là. Tu étais le seul à faire quelque chose, le seul à ne pas te détourner. Bernard la regarda. Sa voix était faible mais claire. Alors aide-moi. Pas seulement avec les médecins ou les factures. Aide-moi à être visible. Aide ma fille à grandir dans un monde où faire ce qui est juste ne signifie pas tout perdre. Alexandra hocha la tête une fois, puis une autre plus résolument. Je vais t'aider. Elle se leva, le regarda encore une fois, puis chuchota. Tu n'es plus invisible. La lumière du matin s'infiltra à travers les rideaux de l'hôpital, dessinant des bandes silencieuses sur le mur vert pâle. Bernard dormait. Sa respiration était maintenant régulière. Son visage n'était plus cendré, mais plus doux, plus chaud. Près de lui, Alexandra Ashcroft était assise dans le fauteuil, les coudes appuyés sur les genoux, les yeux ne quittant jamais l'homme qui avait secoué tout son monde, simplement en faisant ce que personne d'autre n'avait osé. De toute la nuit, elle n'avait pas quitté la chambre. Le poids de la culpabilité s'accrochait encore à ses épaules comme une couverture mouillée, lourde, froide, étouffante. Pour une femme qui avait bâti un empire de plusieurs milliards en prenant des décisions difficiles et en respectant la hiérarchie, la situation lui avait glissé entre les doigts comme de la fumée, et avait failli emporter toute une vie humaine. Elle sortit son téléphone et ouvrit le dossier de Bernard. Fiona n'avait pas dormi de la nuit, rassemblant tout ce qu'elle pouvait trouver, cousant cela en une image complète que le reste du monde avait négligemment jetée. Nom, Bernard James Kellerman. Âge, 34 ans. Éducation, diplôme d'études secondaires, une année d'études collégiales en soins infirmiers, a abandonné en raison de difficultés financières. Antécédents professionnels. Service de nettoyage, temps partiel, soins aux personnes âgées, livraison de nourriture. Famille, une fille, Molly. Ex-femme Charlotte Reed. La garde de Charlotte a été révoquée par le tribunal il y a 3 ans. Adresse ouest de Philadelphie, quartier connu pour son taux de criminalité élevé, ses infrastructures en ruine et l'oubli de la ville. Il y avait même des notes des précédents propriétaires jointes à l'avis d'expulsion déposé. Il devait 2 mois de loyer. Son électricité avait été coupée 1 semaine plus tôt. Alexandra avala difficilement. Tout cela s'était produit après qu'il lui ait sauvé la vie. Elle se leva et sortit dans le couloir. Une infirmière poussait un chariot et hocha poliment la tête. Alexandra alla dans un coin tranquille près de la salle d'attente familiale, s'adossa au mur, sortit son téléphone et appela Fiona. « Oui, Miss Ashcroft », répondit Fiona presque immédiatement. « Envoie 2 voitures dans l'ouest de Philadelphie. Une pour récupérer ses affaires et celle de sa fille, une pour récupérer la voisine qui la garde. Je veux qu'il soit transféré dans un logement temporaire, entièrement meublé, sûr, près d'une bonne école, compris ? Oui. Et appelle le docteur Morrison. Dis-lui que je veux que la voisine, Janet Holloway, passe un examen complet aujourd'hui. Bilan de santé complet. J'organise tout. Et encore une chose, Fiona, ajouta Alexandra, sa voix s'adoucissant un peu. Assure-toi qu'il y a un petit lit ou un lit d'enfant près dans le nouvel endroit, au cas où Molly aurait trop peur pour dormir seule. Il y eut une pause à l'autre bout. « Je comprends, madame. » Alexandra raccrocha et retourna dans la chambre. Bernard était déjà réveillé, appuyé sur les oreillers. Ses yeux étaient encore lourds d'épuisement, mais beaucoup plus clairs que la nuit dernière. Molly était assise près de lui, les jambes pendant du bord de la chaise. Elle dessinait intensément avec un ensemble de crayons que l'infirmière avait déniché quelque part. En voyant Alexandra entrer, la fille leva la tête et sourit. « Bonjour, Miss Ashcroft. »« Bonjour, Molly. Comment va ton papa ?»« Il va mieux maintenant, » piailla la fille en levant son dessin. Il a souri quand je lui ai montré ça. Alexandra se tourna vers Bernard. « Tu es de nouveau parmi nous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme si j'avais un autre endroit où aller, » répondit-il sèchement, bien que le coin de sa bouche tressaillît. « Tu as vraiment regardé la vidéo ?» Elle hocha la tête. « Tout, » confirma Alexandra. « J'ai regardé comment tu t'es battu pour me garder en vie alors que tous les autres restaient en figé. Et puis j'ai regardé comment ils t'ont traité comme un criminel. Bernard, je suis tellement désolé. » Bernard renversa la tête en arrière, regardant le plafond. « Les excuses ne changent pas ce qu'ils ont fait. »« Non, convint-elle. Mais c'est un début. Et voici autre chose. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau et sortit une feuille de papier soigneusement pliée. C'est une déclaration officielle, signée et notariée sous mon nom, blanchissant ta réputation.
Elle stipule que tes actions étaient une intervention médicale d'urgence, un sauvetage de vie et totalement approprié dans les circonstances. Aucune faute professionnelle, aucune violation de l'éthique. Il hésita avant de prendre la feuille. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il dépliait la page. Ses yeux parcouraient en chaque ligne, ses lèvres s'entr'ouvraient très légèrement. « Et il y a encore quelque chose, continua Alexandra. J'ai installé ta fille et ta voisine dans un appartement sûr et entièrement meublé, gratuitement, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Et je veux t'offrir un poste. » Il leva brusquement la tête. « Quoi ? Non, tu n'es pas obligé. » « Je le dois, l'interrompit-elle, bien que sa voix restât douce. Parce que je les ai laissés détruire ta vie en mon nom. Je ne peux pas effacer ce qu'ils ont fait, mais je peux m'assurer qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul. Il déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux. « Pourquoi ? Pourquoi tu t'en soucies maintenant ?» Elle se tut un instant, cherchant ses mots. « Parce que quand j'étais au bord de la mort, je n'ai pas vu un concierge. J'ai vu un homme qui se battait pour me garder en vie, et après avoir survécu, j'ai laissé le monde t'effacer. Cela a fait de moi une complice, et je ne veux plus être cette personne. » Molly leva la tête et intervint. « Je te l'avais dit, papa, c'est une bonne personne. » Bernard expira, à moitié rire, à moitié reddition. « Tu as toujours mieux cerné les gens que moi. » Alexandra sourit légèrement. « Il y a encore une chose, si tu es prêt à l'entendre. Je veux t'offrir un poste, pas dans le nettoyage. Tu seras le directeur du nouveau programme de bien-être des employés que je lance chez Ashcroft Holdings. » Les yeux de Bernard s'écarquillèrent. « Pardon ? Je veux que tu aides à concevoir un système qui garantisse que plus personne ne soit laissé pour compte, surtout les gens qui maintiennent la lumière allumée et les sols propres. Je veux que tu sois celui qui restaure ce que j'ai laissé pourrir. » Il la regardait, stupéfait. « Hier soir, tu as dit quelque chose, continua-t-elle. Tu as dit que tu n'avais pas juste besoin d'aide, tu avais besoin d'être vu. Cette phrase tourne dans ma tête depuis. » Bernard serra le bord de la couverture. « Je n'ai pas les qualifications pour quelque chose comme ça. »« Tu les as, » dit Alexandra en s'approchant. « Parce que tu comprends. Tu sais ce que c'est d'être invisible, et maintenant tu as la chance de changer ça pour les autres. » Bernard regarda Molly, puis de nouveau Alexandra. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » hocha-t-elle. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. « Oh, Bernard, tu m'as sauvé une fois. Peut-être est-ce ma chance de te rendre l'appareil ?» La porte se ferma derrière elle. Bernard renversa sa tête sur l'oreiller, la déclaration toujours dans sa main. Pour la première fois depuis une semaine, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin de son histoire. Peut-être que ce n'était que le début. 2 jours plus tard, Bernard franchit pour la première fois le seuil du nouvel appartement. Ses jambes tremblaient encore après des jours à l'hôpital, et son bras droit était bandé là où la perfusion était restée près de 48 heures. Mais tout cela semblait soudain insignifiant. Il resta immobile longtemps au milieu du salon, regardant simplement. Une lumière dorée et chaude baignait l'espace douillet. Plus de murs écaillés et fissurés, plus d'ampoules de plafond clignotantes qui ne pouvaient décider si elle était allumée ou éteinte, plus de vieux radiateurs crachotants et toussant dans le coin. Au lieu de cela, il y avait un canapé beige avec des coussins propres, une table basse en bois, un tapis moelleux sous les pieds et des rideaux assortis au mur. L'appartement portait une faible odeur de citron mélangée à celle du tissu neuf, l'odeur du commencement. Molly passa devant lui, les yeux grands ouverts. Un rire résonna. « On a notre propre cuisine, papa. Regarde, il y a même des céréales dans le placard. » Bernard cligna des yeux, luttant contre le sel qui montait au coin de ses yeux. Janet, leur voisine, entra lentement derrière eux, s'appuyant sur un nouveau déambulateur que l'hôpital lui avait donné. Son dos était toujours voûté, ses jambes toujours raides, mais ses yeux étaient non plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. « Oh mon Dieu !» murmura Janet. « Je n'ai pas vu un endroit aussi propre et décent depuis le mariage de ta tante Béatrice. » Bernard rit. Un son encore chancelant, mais sincère. Les trois entrèrent complètement et fermèrent dans la porte, comme on ferme un vieux chapitre. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne sentaient pas qu'ils occupaient un endroit qui ne voulait pas d'eux. Cette fois, c'était leur maison. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un paquet de bienvenue avec son nom. À côté, un petit vase avec des marguerites blanches. Sous le vase était cachée une carte. « Tu mérites la paix ». Bernard plia la carte et la pressa légèrement contre sa poitrine, comme pour fixer le souvenir. Dans les jours suivant sa sortie de l'hôpital, il n'avait pas revu Alexandra en personne, mais ses empreintes digitales étaient balées partout. Des soins médicaux privés pour lui et Jeannette, une entreprise de déménagement, des séances de thérapie pré-réservées pour Molly. L'offre d'emploi était toujours dans sa boîte mail.
Elle ne mettait pas la pression, n'appelait pas pour exiger une réponse. Elle avait simplement ouvert l'espace pour qu'il puisse choisir. Et en ce moment, c'était ce qu'il appréciait le plus. Il entra dans la cuisine et regarda l'éclat des appareils en acier inoxydable. Dans le réfrigérateur, il y avait du pain, une brique de lait, un paquet d'œufs. Plus de nourriture qu'il n'en avait eu depuis des semaines. Molly ouvrit un placard et sortit une boîte de crayons de couleur. « Il y a aussi du papier, papa. Je peux dessiner à nouveau ?» Janet s'assit prudemment sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine. Ses yeux scannaient en la pièce. « Fiston, tu es sûr que ce n'est pas une sorte de piège ? Aucun propriétaire n'est aussi gentil sans vouloir quelque chose en retour. » Bernard se tourna vers elle. « Elle ne m'a rien demandé. » Janet plissa les yeux, toujours sceptique. Personne ne donne autant sans vouloir quelque chose tôt ou tard. Bernard resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Elle ne fait pas la charité, elle me rend justice, et peut-être que c'est sa façon de le faire. » Janet renifla doucement. « La justice devrait apparaître avant qu'il ne traîne ton nom dans la boue, pas après que tout soit déjà brisé. » Bernard ne discuta pas. Il ne savait pas comment faire ça. Il alla dans la petite chambre au bout du couloir. Un lit queen size avec des draps propres, une armoire, une lampe de chevet, pas de fenêtre moisie, pas de coin ébréché sur le mur. Sur la table de chevet se trouvait une petite pile de livres avec des titres sur le leadership, le bien-être des employés et un sur la survie après un scandale public. Sur la couverture du dernier livre était collée une note adhésive. Ça an sarsin. Page 47. Ça m'a aidé autrefois. Bernard émit un petit rire faible, presque incrédule, puis s'assit au bord du lit, passant la main sur la couverture douce. Du salon parvenait la voix de Molly. « Papa, je peux descendre voir le petit jardin plus tard ?»« Plus tard, chérie, répondit Bernard. D'abord, nous devons déballer beaucoup de cartons. » Janet s'approcha de l'encadrement de la porte, s'appuyant sur son déambulateur et contre le chambranle, et le regarda. « Tu penses vraiment à prendre ce travail ?» Bernard leva les yeux. « Honnêtement, je ne sais pas encore. Rien que d'en entendre parler, ça fait peur. » La voix de Janet s'adoucit soudainement. « Tu t'es agenouillé au milieu d'une salle de conférence et tu as affronté la mort sans trembler des mains. Et maintenant, un travail de bureau te fait peur ? Ce n'est pas le travail, dit doucement Bernard. C'est d'être vu. » Cette nuit-là, après que Molly se fut endormie dans un grand lit avec des draps au motif de dinosaures qu'elle avait choisis sur catalogue et que Janet se fut installée sur le canapé du salon, Bernard sortit sur le petit balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Pas assez loin pour qu'il se sente coupé du monde, mais assez loin pour lui rappeler le chemin parcouru en quelques jours seulement. Il s'assit dans un fauteuil en osier, jeta une couverture légère sur ses épaules et laissa ses pensées vagabonder librement. L'injustice était toujours là. Les rumeurs sur Internet n'avaient pas disparu du jour au lendemain. Les gens chuchotaient encore son nom au coin du magasin. Son téléphone vibrait encore de temps en temps avec des messages anonymes. Mais dans ce moment calme, il ressentit quelque chose d'inconnu. L'espoir. Pas la sécurité, pas encore, mais le sentiment que les choses étaient incapables de changer. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Alexandra Ashcroft. « Sans pression, mais je serais honnête si tu venais voir le nouvel espace de bureau. Il est à toi pour le façonner. Tout ce dont tu rêves. Commence ici. » En dessous se trouvait une pièce jointe, une photo d'un étage de bureau vide, de larges fenêtres, la lumière du soleil se déversant à l'intérieur, des murs fraîchement peints, des sols impeccables attendant les premiers pas. Bernard regarda ça longuement. Il pouvait presque le voir. Un endroit sans porte d'entrée pour les riches et porte de service pour les concierges. Un endroit où les avantages signifiaient plus qu'une corbeille de fruits dans la salle de pause. Un endroit où des voix comme la sienne n'étaient pas seulement autorisées à exister, mais nécessaires. Il tapa en réponse « Je viendrai voir, un pas à la fois. » Ses doigts se figèrent. Puis il ajouta « Merci de me donner un espace pour respirer. » Il posa le téléphone, se recula et ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, Bernard dormit sans se réveiller dans la peur. Le lundi suivant, Bernard se tenait devant le bâtiment en verre étincelant. Le vent portait l'odeur du café fraîchement torréfié et le trottoir était encore humide de pluie. Il ajusta son écharpe et regarda l'enseigne. Ashcroft Holdings Executive Annex. Le message de Fiona était toujours là. 3e étage, ascenseur à droite, elle attendra. En entrant dans le hall, Bernard sentit clairement les regards sur lui, mais cette fois ce n'était ni de la suspicion ni du dédain. C'était de la reconnaissance. Le garde lui fit un signe de tête, la réceptionniste sourit chaleureusement. Juste de petits gestes. Mais pour Bernard, c'étaient les signes de reconnaissance qu'il n'avait jamais vraiment reçus auparavant. L'ascenseur émit un son cristallin.
Les portes s'ouvrirent, le déposant sur un étage ouvert complètement vide, inondé de lumière du soleil, avec une large vue sur la rivière au loin. Alexandra Ashcroft se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main. « Je commençais à penser que tu avais changé d'avis, dit-elle, regardant toujours dehors. « J'ai failli changer d'avis, admit Bernard, 2 fois, juste avant de franchir la porte. Mais je suis très heureuse que tu sois venu. » Bernard marcha lentement à travers la pièce. « Cet endroit semble différent, moins froid. »« C'est intentionnel, répondit-elle. Tout cet étage est à toi pour le nouveau département. Tu essaies toujours de me convaincre de prendre ce travail ?» Il haussa un sourcil. Alexandra sourit. « Je veux juste que tu saches que cette porte est ouverte. Et si quelqu'un mérite de concevoir le programme de bien-être des employés, c'est bien celui qui sait ce que c'est que d'être inaperçu. » Bernard regarda à travers le verre transparent la rivière dont l'éclat se reflétait dans l'eau. « Je n'ai jamais eu de bureau. Les seules clés que j'ai jamais possédées étaient celles du débarras et du placard à balai. Alors il est temps que tu aies une autre clé, dit-elle calmement. « Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» demanda-t-il, la regardant cette fois droit dans les yeux. Alexandra ne détourna pas le regard. « Parce que quand j'étais allongé sur le sol, juste entre la vie et la mort, j'ai réalisé que je ne méritais pas la moitié du respect que les gens me témoignaient. Pas comme toi. Le pouvoir sans responsabilité n'est qu'une illusion, et je suis fatigué de cette illusion. » Elle sortit un épais carnet de croquis et un marqueur. « Tout ça est à toi. » Bernard ouvrit la première page. Elle était complètement blanche. Il prit le stylo et inspira. « Je veux des fenêtres dans chaque salle de travail, de la vraie lumière, pas de salles de pause qui ressemblent à des débarras. Et je veux un vrai fonds de bien-être, aide au transport, aide à la garde d'enfants, aide au loyer, pas juste quelques cours de yoga pour faire de jolies photos. » Alexandra prenait rapidement des notes. « Tu exiges. »« Je ne suis pas ici pour exiger, » dit Bernard, sa voix était ferme. « Je suis ici pour construire. » 1 heure passa. Le croquis sur la table était rempli de rectangles et de flèches, bureau de soutien, salle de consultation, espace où les employés pouvaient attendre leurs enfants, zone calme pour les travailleurs de nuit. « Alors, je dois prendre ça comme ta réponse ?» demanda Alexandra. « Je dis oui, hocha-t-il. Pas parce que je veux travailler pour toi, mais parce que je veux travailler pour les gens que toi et tout ce système avaient l'habitude d'oublier, les gens comme moi. » « C'est la meilleure réponse que j'ai jamais entendue, » répondit-elle. Bernard s'arrêta dans l'encadrement de la porte et se retourna. « Merci Alexandra. Pas seulement pour le travail, mais pour avoir choisi de me voir. »« J'aurais dû le faire plus tôt, » dit-elle doucement. « Nous voyons toutes les choses trop tard à un moment donné, » sourit-il. « Mais l'important, c'est ce que nous choisissons de faire quand nous les voyons enfin. » À travers la ville, dans une salle de conférence faiblement éclairée par des lampes jaunes chaudes, Tyler Brickham se versait un bourbon d'une main tremblante. La nouvelle l'avait déjà atteint et cela le rendait malade. Alexandra créait un nouveau département et elle venait de le mettre à sa tête. Ce concierge. Tyler regarda son téléphone. L'image le frappa au visage. Bernard se tenait à côté de sa fille dans un communiqué de presse. Le titre criait « Ashcroft nomme Bernard Kellerman directeur de l'initiative pour le bien-être des employés. Un pas vers la justice au travail. » La mâchoire de Tyler se serra. Les veines gonflèrent sur son cou. Pendant des années, c'était lui qui avait créé cet écosystème des ressources humaines. Les licenciements silencieux, les accords de confidentialité, les dossiers cachés dans l'ombre. Et maintenant, on donnait à l'homme du placard un siège que Tyler avait toujours vu comme une extension de son propre pouvoir. Il composa un numéro. « C'est Brickham. J'ai besoin que quelque chose soit fait discrètement, sans papier. » La voix à l'autre bout était basse. « Continue. Trouve-moi quelque chose sur Bernard Kellerman. Vieille dette, casier effacé, crime juvénile, n'importe quoi. Je veux le compromettre. » « Ça va te coûter cher. »« Je n'ai pas demandé le prix, » grogna Tyler. « J'ai demandé si tu pouvais le faire. » Le lendemain matin, la pluie tambourinait sur les fenêtres comme un coup impatient. Bernard se tenait près de l'évier, tenant une tasse de café froid sans s'en rendre compte. Il avait une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose l'attendait, et ce n'était pas bon. Son téléphone vibra. Un message de Fiona. « Appelle-moi maintenant. » Il s'est passé quelque chose. Bernard appela immédiatement. « Il y a eu une fuite, » dit Fiona tout de suite. « Tes vieux dossiers d'expulsion, documents d'hôpital, même un délit mineur scellé. Quelqu'un essaie de te salir. »« Brickham, » dit doucement Bernard, sans avoir besoin de réfléchir. « Alexandra est si furieuse, » ajouta Fiona. « Qu'elle le soit, » répondit-il. Sa voix était étrangement calme. « Je ne vais pas me cacher. » Quand il arriva à l'annexe Ashcroft, l'air était tendu comme une corde.
Les rumeurs l'avaient endevancé de plusieurs kilomètres. Mais Bernard entra la tête haute. Sur son bureau se trouvait un bouquet de tournesols éclatants et une carte écrite à la main. La vérité était toujours plus forte que le bruit. Continue d'avancer. 1 heure plus tard, il demanda une réunion avec tout le personnel de l'annexe. La salle se remplit rapidement. Personnel administratif, gardes, employés de cantine, équipe de nettoyage, nettoyeurs de jour et de nuit. Bernard se tenait devant eux sans notes, sans diapositive, seules ses mains tremblant légèrement. « Certains d'entre vous ont probablement déjà vu les gros titres, commença-t-il. Il y a des gens qui veulent vous faire croire que le passé d'une personne suffit à effacer son avenir, qu'une erreur ou un dossier sale devrait suffire à la faire taire pour toujours. » Il marcha lentement le long du premier rang. « Je ne crois pas à ça. » Il s'arrêta et regarda chaque visage. Fatigué, curieux, sceptique, plein d'espoir. « Oui, j'ai fait face à une expulsion. Oui, j'ai eu des factures impayées. Oui, quand j'avais 16 ans, j'ai eu une petite accusation pour vol de sirop contre la toux pour ma mère. Elle était malade et nous n'avions pas d'argent. Ce dossier a été scellé il y a des années. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'ai honte de rien de tout cela. Ces choses font partie de qui je suis. Cet espace a été créé pour les gens qui n'obtiennent jamais de place à la grande table. Pour ceux qui ont pleuré dans le débarras et sont quand même sortis en souriant le lendemain. Pour ceux qu'on a ignorés mais qui ont continué à travailler. » Il balaya de nouveau la salle du regard. « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te battre pour la justice. Tu dois juste être prêt à te montrer. Et je suis là. » Un silence épais s'installa. Puis quelqu'un commença à applaudir. Une deuxième paire de mains se joignit, puis une troisième. En quelques secondes, toute la salle fut remplie d'applaudissements, comme un tonnerre qui roule, s'élevant en un rythme lourd et pulsant. À travers la ville, Alexandra était assise avec l'équipe juridique dans une salle de conférence. L'écran devant eux était rempli de lettres et de documents. Les preuves de la campagne de diffamation étaient juste là. « Je veux que son badge soit révoqué, » dit Alexandra. Sa voix était froide comme l'acier. « C'est prêt pour aujourd'hui, » répondit Fiona. « Nous attendions ton approbation. » « Et encore une chose, » continua Alexandra. « Quiconque s'en prend à Bernard Kellerman s'en prend aux valeurs fondamentales de cette entreprise, et il devra me répondre. » 6 mois plus tard, Bernard se tenait sur scène à la conférence nationale sur la justice au travail. Cette fois, il n'apparaissait pas avec un chiffon et un chariot, mais avec une présentation, une équipe et son nom clairement imprimé sur la liste principale des orateurs. Le programme de bien-être qu'il avait conçu avait été officiellement lancé dans toute l'entreprise. Rien que le premier mois, plus de 200 rapports avaient été déposés. 7 managers avaient été licenciés. 12 employés avaient été promus après révision d'évaluation injuste. Molly était assise au premier rang, ses jambes se balançant, les yeux brillants, son sourire fier impossible à cacher. Janet, ragaillardie après un mois de physiothérapie, applaudissait le plus fort chaque fois que le nom de Bernard était mentionné. Alexandra avait choisi une place plus loin, pas pour occuper le centre de l'attention, mais simplement pour écouter. « Je m'appelle Bernard Kellerman », commença-t-il. Sa voix était basse mais ferme. « Je ne suis pas le genre de héros impeccable que vous voyez habituellement sur les affiches. » Quelques rires doux parcoururent en la salle. « Je n'ai pas une réputation sans tache. Je ne suis pas né dans la richesse. J'étais concierge, père célibataire, un homme qui a vu quelque chose de mal et a décidé de ne pas détourner le regard. Je n'ai pas décidé de parler parce que je voulais de l'attention. Je l'ai fait parce qu'il y a de vraies personnes qui souffrent, qui sont ignorées, manipulées, privées de voix. Des gens comme moi. Si cela fait de moi un élément perturbateur, alors j'espère que nous serons plus nombreux à être prêts à nous lever et à causer ce genre de troubles. » Quand il eut fini, Molly n'attendit pas une seconde. Elle courut directement sur scène et le serra dans ses bras. « Tu t'es tellement bien débrouillé, papa ?» Bernard rit, la serrant contre lui. « Nous nous sommes bien débrouillés, ma puce, c'est pour nous tous. » Alexandra s'approcha alors que les applaudissements résonnaient encore dans la salle. « Tu as changé cette entreprise, Bernard. Pas seulement les gens, mais la culture, dit-elle. »« Nous avons encore un long chemin à parcourir, » répondit-il. « Oui, mais au moins maintenant, nous allons dans la bonne direction. » Cette nuit-là, Bernard était assis sur le balcon de leur nouvel appartement. Plus grand, plus lumineux, mais toujours simple. Il regardait Philadelphie s'étendre en contrebas. Les lumières de la ville scintillaient comme de minuscules promesses dans l'obscurité. Son téléphone vibra. Un message de Fiona. « Je viens d'apprendre qu'on nous a demandé de conseiller 3 autres entreprises. Elles veulent appliquer le modèle que tu as créé. » Bernard sourit. Le changement se propageait. Il écrivit en réponse « faisons-le. Un lieu de travail sûr à la fois. »
Molly sortit sur le balcon, enveloppée dans une couverture. « Tu as froid, papa ?»« Non, chérie. » Il l'assit sur ses genoux. Je pensais juste à la façon dont, parfois, les pires choses qui nous arrivent sont celles qui nous mènent aux meilleures choses. Molly se blottit contre lui. « Alors maintenant, tu es heureux ?» Bernard serra plus fort sa fille et regarda la ville qui respirait. « Oui, ma petite, enfin je suis heureux. » Ils restèrent assis ainsi, père et fille, sur le petit balcon surplombant la ville. Pour la première fois de sa vie, Bernard se sentait vu non pas comme un employé sans nom, non pas comme une victime de scandale, mais comme une personne qui méritait sa place à la table. Et il savait que désormais il utiliserait cette place pour s'assurer que d'autres obtiennent la leur aussi. L'histoire de Bernard Kellerman nous montre que le courage n'est pas toujours bruyant et grandiose. Parfois, il vit dans des choix petits mais inébranlables. Le choix de l'honnêteté plutôt que du confort, de la parole plutôt que du silence, de la résistance quand le monde veut que vous vous incliniez. Cette histoire nous rappelle que la justice n'exige pas la perfection. Elle exige que nous refusions de laisser la peur définir notre vérité. Peu importe d'où vous venez, peu importe comment le monde vous voit, votre voix compte toujours. Et quand cette voix est utilisée avec un but clair et une conviction ferme, elle peut devenir une force assez puissante pour changer tout le système.